le droit de retourner voir sa famille. Ils étaient payés rien, quoi, 3 sous. Donc voilà, pour certains, ces gens-là se sont dit, ben voilà, de l'autre côté de la mer, en métropole, on aura de meilleures conditions. Donc ils ont traversé. Au départ, ils sont partis là-bas, c'est qu'ils étaient très pauvres ici, parce qu'ils étaient journaliers, ils se louaient à la journée chez des paysans, pour certains, hein, peut-être pas tous. Donc là, voilà pourquoi ils ont saisi l'occasion, quand on leur a fait miroiter qu'il y aurait peut-être des emplois de l'autre côté de la mer. Mais je ne pense pas qu'on leur en a donné, des emplois. Eh bien, ils se sont fait leur place. Oui, ils se sont fait leur place tout seuls. Oui, voilà, c'était pas un cadeau. Quand ils arrivaient, ils n'avaient pas l'emploi automatiquement, je veux dire. La présence de ma famille, elle remonte au milieu des années 20. Voilà. Donc des membres de ma famille ont immigré très tôt. Quasiment toutes les familles immigrées ont des membres de leur famille qui ont fait la guerre, les 2 guerres. 14-18, 39-45. Nous sommes allés sur place voir un peu où habitaient nos ancêtres. Et quand on sait qu'à cette époque, il n'y avait ni train, ni avion, eh bien, il fallait vraiment du courage pour partir. Du courage ou être complètement désespéré. Par exemple, des Alpes, pour se rendre à Marseille, prendre le bateau, c'était déjà toute une aventure. C'est l'immigration, quoi. C'est le cœur même de l'immigration. Quand on part d'un lieu, on va vers un autre lieu. On quitte quelque chose et on construit autre chose. Et petit à petit, ce qu'on a quitté s'en va dans la mémoire des souvenirs, quoi. Mon papa et ma maman ont eu une grande chance, c'est que, étant employé de EGA, Électricité Gaz d'Algérie, mon père a été muté au Gaz de France. Il a reçu en septembre 62 un courrier en lui disant que Saint-Étienne faisait appel à lui. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés à Saint-Étienne. Et tous ces employés pieds noirs qui arrivaient en France, il n'y avait pas suffisamment de travail pour tout le monde, y compris chez GDF. Et donc les ouvriers faisaient les 3-8. C'était extrêmement douloureux, triste de voir cet exode qui va amener des milliers de gens et qui vont être extrêmement mal acceptés, en tout cas dans un premier temps, et qui vont avoir beaucoup de courage pour retrouver des bases, pour se refaire une nouvelle vie dans la métropole. Et maman a écrit que et puis voilà. Ce qu'il avait époustouflé, c'était l'accueil de certains Stéphanois. Oui, on a été bien accueillis. Oui, ici, à Saint-Étienne, il n'y a pas eu de problème. De racisme. Alors que dans le midi de la France, je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas été bien accueillis. Hein. Il y avait des pancartes, retournez dans votre pays. Et donc, ces gens-là, ils se sont précipités en masse. Et là, moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais justement dans la caserne, on était très près du port d'Alger. Et donc, moi, je me souviens, par exemple, un jour, je montais à la garde, là, devant, où un pied noir est arrivé, il m'a dit, tiens, petit, je te donne les clés de ma bagnole, je veux pas que les Arabes l'utilisent, je préfère que ce soit toi. J'ai dit, mais attendez, si j'avais pris les clés, et je me demandais d'abord ce que j'en aurais fait, puis deuxièmement, il y avait quand même aussi ce risque de passer pour quelqu'un qui soutenait justement les pieds noirs et qui était quelqu'un de pas clair. Il faut vous dire aussi que lorsque nous sommes arrivés, notre logement que l'EDF, Gaz de France, avait loué pour nos parents, était un 2 pièces cuisine, alors que nous étions 5. Oui. Nous étions bien entassés. Parce qu'après, donc, on a déménagé, on est allé habiter la tour Bel-Air. Je ne sais pas si vous connaissez la ville. À Bel-Air, il y a une grande tour, elle existe toujours, cette tour. Vous qui êtes dans la de 18 étages. C'était un fleuron de... Donc ils avaient regroupé plus ou moins tous les pieds noirs du coin, c'était la tour de Babel, presque. Mais c'était un fleuron de l'habitat social. Oui, c'était pas mal. Hein. La tour Bel-Air. Oui. Et les pieds noirs aussi, ça a été dramatique pour eux. Ça a été dramatique pour les harkis. Le nombre de harkis tués là-bas, ça doit être impressionnant. Ça a été une population qui a été abandonnée par la France. Non seulement en 62, lorsque beaucoup ont voulu quitter l'Algérie parce qu'ils étaient menacés, ont été laissés sur place et ont été massacrés. Heureusement qu'il y a eu
des soldats courageux et qui ont désobéi et qui ont récupéré. Mes parents ont pu regagner la métropole parce que le colonel ou le capitaine, je ne sais plus, a été extrêmement aidant. C'est lui qui les a accompagnés de A à Z. De A à Z. Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Mon grand-père maternel était lui-même harki, mais il avait fait le choix de rester en Algérie, dans des conditions épouvantables, hein, parce que, vous savez, tout comme moi, il y a eu beaucoup de violence à l'égard de la population harki, aussi bien par les autorités françaises, mais aussi par les Algériens. Et donc, lui, il a fait ce choix d'y rester, et il est resté en Algérie. En 63-64, je me souviens qu'il y avait eu la première colonie de vacances en Algérie. Et moi, j'en faisais partie des gens, comme fils de militant de l'UFLN, j'ai fait partie de ceux qui avaient profité de ce voyage. On était 3 sur le département de la Loire. Et donc, on est parti en Algérie. Là-bas, on a découvert l'Algérie. Alors, pour nous, c'est vrai qu'on avait été accueillis avec des grands plateaux de pastèques et de la musique et tout. C'était sympa, quoi. Le soleil. On partait d'une ville noire et blanc ici, et puis on arrivait là-bas au soleil et tout. Après, on s'est rendu compte quand même que c'était un peu militaire, quoi. Garde à vous et tout. Voilà. C'était... Je peux dire 80% des Harkis ne peuvent pas y aller en Algérie. Mais moi, la route s'est ouverte. J'ai ouvert les portes, j'ai été plus loin. Parce que moi, la première fois que je suis allé, c'est tout au début de notre rapatriement. À peu près 5-6 ans après. Quand j'ai pris le bâton au pif. J'ai pris ma voiture et moi. Et mon père, il n'était pas d'accord que j'aille, ma femme, ma mère, tout le monde. Je suis décidé d'y aller, j'ai dit je vais. J'ai pris le billet de bateau à Givoire, comme ça moi je le saurais. J'ai été. En 98, mon père a acheté une maison des mines parce qu'en fait, en 98, donc il était retraité déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Et puis il s'est rendu compte qu'il fallait peut-être un ancrage ici, parce qu'il a toujours vécu avec cette idée d'un retour. D'un retour, c'était cette génération-là, hein, c'est-à-dire qu'ils ont investi beaucoup dans le retour possible. On allait, dans son esprit, tout le monde allait retourner là-bas. L'Algérie était indépendante, on allait retourner là-bas. Donc on mettait de l'argent de côté pour investir là-bas. Il ne fallait pas acheter ici. Et chose qu'il a faite, il a fait ça donc au début des années 80, il a acheté une petite maison au sud d'Alger. Et à la retraite, lui et ma mère sont repartis, des navettes, hein, mais ils vivaient une bonne partie de leur temps à la retraite en Algérie, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Étant militant du MNA et persona non grata, ça a été un peu difficile. Pas difficile, mais bon, mon père n'est pas retourné en Algérie tout de suite. Il a bien attendu que les choses se tassent pour pouvoir y retourner, parce qu'il avait peur pour sa sécurité, mais en même temps parce qu'il était devenu aussi un exilé politique, sans que ça soit officiel. Il était, d'abord, sous la colonisation, il était indigène. Ensuite, il est devenu exilé politique parce que le système qui s'était mis en place ne lui correspondait pas. Il ne voulait pas vivre sous ce régime-là. Et si papa et maman sont restés une année de plus, c'est que papa travaillait dans une usine à gaz. Oui. Et ça ne se largue pas comme ça, donc je suppose qu'il y a eu une formation de personnel algérien pour prendre la suite à partir de juillet 63. Oui, puis il n'aurait peut-être pas eu sa place tout de suite aussi, parce qu'en 62, tout le monde partait en même temps. Et il a reçu son affectation en septembre 62. Ici? Mais ils sont restés jusqu'en juin 63 en Algérie. Et puis après, on part de Constantine, et puis on a pris le bateau à Oran, donc on traverse toute l'Algérie avec la voiture de mon père. Il avait de la chance d'en avoir une déjà, voiture. Une 404. Une 404.
Donc là, c'est pareil, on traverse une 403. On traverse tout un tas de régions qui avaient été les théâtres des combats, hein, dans les montagnes, la forêt d'Yakourène, enfin tout un tas d'endroits où il y avait eu des combats. Donc là, nous, on les traverse. On pense même pas qu'on peut se faire arrêter ou trucider, mais c'est après, en y réfléchissant, je me suis dit, ça aurait pu arriver aussi, hein, c'était pas tout à fait fini peut-être. Donc on passe chez nos grands-parents pour leur dire au revoir. Parce qu'ils nous ont rejoints, mais un peu plus tard en France. Et papa faisait des films en caméra 8 mm. Oui, on a nos films, oui, c'est vrai. Et un film vraiment, quand nous le voyons, nous pleurons, c'est le départ sur le bateau, direction Port-Vendre, et mes grands-parents qui restent en Algérie une année de plus, et les mouchoirs qui s'agitent. Je ne peux pas le regarder sans pleurer, donc je ne le regarde plus parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Donc notre grand-mère qui agite son foulard, et nous on est en hauteur, évidemment, le bateau, c'était le ville de Marseille. Donc nous partions, et les grands-parents, tant maternels que paternels, ils sont restés quelques mois de plus. Ils sont restés jusqu'en 64. Jusqu'en 64, oui. Parce qu'eux, ils étaient retraités, ou grand-père travaillait dans un cinéma, et ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire en France. Quelles sont mes photos, là? J'en ai une. Où est-ce qu'elle est passée? Voilà. Le bateau avec lequel je suis rentré, donc j'ai la date exacte, le 28 décembre 1962. J'étais sur ce bateau. Le gouverneur général Chanzy, 28-12. Donc vous voyez, là aussi, l'anxiété et l'angoisse, on remonte par le Massif central en voiture, on s'arrête à Florac, qu'est-ce qu'il y avait, le puits, et puis on est arrivé côté Firminy, à Saint-Étienne, mais du côté de la vallée de l'Ondaine, qui à l'époque était toute noire, il y avait plein de charbon, encore. C'est vrai que c'était pas l'Algérie ensoleillée, là. Et puis vous voyez vos parents dans le rétroviseur de la voiture, et puis leurs yeux tout tristes. Donc je disais, après leur arrivée à Rivesaltes, donc mes parents sont montés dans le nord du pays, dans les mines du nord du pays. Et ma mère racontait beaucoup plus que mon père. Hein. Effectivement, ils étaient à peine vêtus, hein, une petite paire de sandales. Et puis ils n'étaient pas habitués à ce froid brutal arrivant d'une région du sud de l'Algérie, proche de la mer, à Gouraya. Le climat est plutôt tempéré. Par rapport à notre arrivée à Saint-Étienne et dans la région stéphanoise, maman avait écrit qu'elle s'était faite avoir par le gel. Donc en 1963, il gelait plus fortement que maintenant. C'est sûr que là-bas, il n'y avait pas de gel. Hein. Alors la chaleur, bien sûr, si vous voulez, je vous citais, dans cette plaine du Chélif, hein, plaine du Chélif, je ne sais pas l'altitude, enfin, quelque chose comme 300 mètres, eh bien, en été, parfois on allait faire des tours sur le temps de midi, mais c'était affreux. Alors la grosse chaleur était déjà installée en juin, et là on se couvrait les paupières, hein, il faisait 50 degrés. On crevait de soif, mais je me demande, on doit mieux s'adapter au froid quand même qu'à une très grosse chaleur. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont une certaine rancœur, une certaine amertume au fond d'eux-mêmes, mais ils se disent, moins on en parle, mieux ça vaut. D'ailleurs, même chez moi, personne ne m'a rien demandé. On m'a pas demandé de détails, comment ça s'était passé. Non. C'était comme ça. On était là. Et puis on changeait de vie, quoi. Et on rentrait dans la vie courante. Non. J'ai pas de souvenir de ça. On en a parlé après avec des copains qui on a pu partager des choses, justement, mais très, très, très longtemps après. C'était pas un sujet de conversation entre nous. Non. Quand on partait, les gens disaient, après tout, ils vont faire leur service militaire. Hein, ils partent là-bas, surtout ceux qui n'avaient pas d'enfants en âge d'aller le faire. Mon père m'a dit, maintenant, tu vas te reposer quand même quelques jours, tu en as bien besoin, hein, va pas travailler tout de suite. Et je suis resté un mois et demi comme ça, et après, je suis retourné à l'usine, quoi.
Dès le lendemain, j'ai repris le travail, je suis continué mon stage avant d'être incorporé. On n'avait pas le temps de parler de ça. Moi, je dis, mon père a été prisonnier de guerre, il n'est jamais interrogé sur sa captivité. Et puis, il y a des choses dont il faut s'en sortir. On a passé quand même 28 mois. Hein. C'était long, 28 mois, quand on a 24 ans. Hein. Et encore plus pour les petits qui avaient 20 ans, 21, 22 ans. Les parents ne parlent pas de leur vécu à leurs enfants. C'est très rare. Quasiment toutes les informations que j'ai, je sais des activités de mon père viennent soit de mon oncle, soit quand je suis allé en Algérie pour la première fois, en 1975-77. Et là, tout son entourage d'avant m'ont raconté qui était mon père, en fait. Je découvre mon père adolescent. Enfin, je découvre le côté militant de mon père quand je suis adolescent. Parce que souvent, cette guerre, c'est la guerre du silence aussi. Hein. Et, quel que soit le camp, quel que soit il y a une chape de plomb et personne ne veut en parler. Ce sont des histoires qui ne se racontent pas. À la fin de sa vie de mon père, il a commencé à nous donner quelques informations sur son histoire personnelle. Il ne nous a jamais parlé de ses activités en tant que harki dans l'armée française. Jamais. Jamais. Mais on n'arrive pas à se l'expliquer. Et je ne suis pas le seul fils de harki dont les parents ne parlent pas de cette histoire douloureuse de leur vie. Nos parents ne parlaient que très peu de la guerre, ou même pas du tout. Et moi, j'ai décidé qu'il fallait en parler, qu'il fallait que mes filles sachent d'où elles viennent, ce que leur grand-père a vécu, ce que leurs arrière-grands-pères ont vécu. Voilà. Pour savoir d'où on va, il faut savoir d'où on vient. Je crois que c'est important. C'est toutes des anecdotes horribles qu'on ne raconte à personne parce que on se dit à quoi ça sert que j'aille leur raconter tout ça. Je crois que vous devez être le premier à qui je raconte, presque. Même à toi, je te dis. Oui, mais pas trop, non. À toi. Ils veulent oublier. Ils ont vécu une dizaine d'années, on va dire, hein, plus ou moins, de choses très atroces. Et on imagine ce qu'ils ont pu vivre. Hein. Les attentats, les meurtres. C'est pas beau. Hein. Quand on sort de ça, on a envie d'oublier, je crois. Hein. C'est une plaie incurable. Si je vous dis c'est une plaie incurable, c'est une plaie incurable. Parce qu'il n'y a aucun côté qui a fait du bien. Ni la France, ni les Algériens. Guerre, qu'elle soit d'indépendance ou c'est sale la guerre. Ça tue des gens. Il y a des gens qui meurent et des enfants qui meurent et des femmes qui sont violées. C'est ça la guerre. C'est pas du romantisme, le héros et... Voilà. On essaie d'être le plus neutre possible, sans froisser quiconque, sans dire qu'effectivement, il ne fallait pas dire que la France a commis des crimes horribles, mais il ne fallait pas dire que non plus la colonisation a été extraordinaire, que le FLN a été le libérateur du peuple algérien, ou que le FLN a été un assassin aussi, et que les harkis étaient ceci ou cela. Et donc toutes ces thématiques-là n'étaient pas abordées de manière frontale et directe, apaisée. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des intérêts qui me dépassent. Mais en tout cas, quand on dit que nous sommes les oubliés de l'histoire, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. C'est très difficile, ce sentiment que nous avons.